Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus évidemment, et bien sûr des stars du programme, mais enfin vous ramenez de moins en moins de monde. Les pop de Ali de Catch Club. Ouais, on sait pas ce qui se passe, est-ce que vous voulez qu'on se foute à poil? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus nombreuses et il y a de moins en moins de monde. Alors, niveau salaire... Oh, mais c'est bon, on le fait gratuit. Juste un sandwich et un orangina. On est très catch français. C'est pas sympa, ça. Je veux dire, il y a des... On sait qu'il y a quand même des athlètes qui sont payés un petit peu plus. Ouais, d'accord, on prend aussi le Big Mac avec. Vraiment pas sympa. Bon, allez, commence ton émission, connard. Très bien, bah écoutez, bienvenue dans cette double émission WrestleMania. On va faire un petit peu plus court ces 2 prochaines semaines, mais vous allez voir, cette première émission, il y a quelques petites choses, et l'émission suivante, teasing, là, faut pas louper, parce que je vais tout vous dire sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, infos exclusives d'avant-show et tout. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, mais aujourd'hui non plus, hein, je vous rassure, il y a quelques petites choses assez sympas également. Bonjour Ali. Bonjour à tous, intro de ouf. Bonjour à tous et bienvenue à La Cloche, épisode numéro 68, donc juste avant WrestleMania 35. On se dirige... La semaine prochaine c'est 69, année érotique, tout ça quoi. On se dirige vers WrestleMania 35, donc vers New York, un énorme stade, énormément de problèmes également sur lesquels on reviendra la semaine prochaine. Je sais plus si toi tu les avais vécus, mais nous on avait eu quelques petits soucis après le show. Ah mais nous aussi. Ah bah nous nous aussi. On va en reparler justement. D'abord, on va un petit peu remettre les choses en place. On s'était quitté après... On s'était quitté après le Royal Rumble 2019, la victoire du couple Seth Rollins, Becky Lynch. Entre-temps, Becky a fait son retour en plus du côté de la WWE. Ouais, alors il y a un autre qui a fait son retour. Brock Lesnar, bien sûr, du côté de SummerSlam. Pour les autres retours, c'est pas chez moi qu'il faut aller regarder. C'est terminé ces histoires, c'est fini, hein. Brock is back. All Ali Wrestling, rien du tout. Oh, Brock et Becky, c'est pas mal quand même. Enfin, en tout cas, à vivre, franchement, c'était exceptionnel, quoi. D'ailleurs, petite info comme ça, distillée avec talent, comme je sais le faire, évidemment. Becky, j'étais tellement surpris, j'ai tellement hurlé qu'aux États-Unis, ils m'ont envoyé un SMS. D'abord, ils ont écrit à Nadir. Nadir, est-ce que tu peux baisser un petit peu le gain de ton micro ? Alors Nadir, gentil, il baisse le gain de son micro, et moi, pendant que Nadir le fait, j'écris, vous êtes sûr que c'est pas moi qui dois le baisser, parce que c'est moi qui hurlais. Ah oui, c'est toi Christophe, vas-y, baisse le gain de ton micro, là, s'il te plaît. Et franchement, j'ai eu peur de me faire virer de mon appart, quoi. Non, mais j'ai hurlé comme un porc. Oui, bien sûr, mais mes voisins, ils en ont rien à foutre de l'émotion, quoi. Ah, c'est qui Becky Lynch? Il était 4h du mat, je veux dire, c'était le silence le plus complet en Alsace, il y avait un orage... c'est vrai. Exceptionnel cette nuit-là, j'étais comme ça, j'ai dit putain ça va couper. Bon, ça n'a pas coupé, mais j'ai tellement hurlé qu'effectivement ils m'ont demandé de baisser le gain de mon micro, c'est-à-dire la force du micro, enfin ça se dit, oui. C'est pas un mot de professionnel le gain du micro, c'est la puissance du micro quoi. Moi franchement c'était impossible de se retenir aussi à ce moment-là. Sasha Banks, on le rappelle pour les gens, on ne sait pas exactement d'ailleurs ce qui se passe par rapport à Sasha Banks. Non, et les gens se sont entre guillemets même moqués la nuit même sur internet. Ouais, faites pas semblant de pas savoir que Sasha Banks n'était pas là et tout. Ah, non. En vrai, franchement, comme vous toutes et tous, j'avais lu tout au long de la semaine. On avait évoqué d'ailleurs dans l'épisode de La Cloche qu'elles étaient absentes une semaine avant des house shows et que finalement Sasha Banks était pas à SmackDown non plus, mais j'avais lu que le match aurait bien lieu, et je ne savais absolument pas que Sasha Banks n'était pas là. Personne ne nous l'avait dit. Dans le programme du show qu'on reçoit dans l'après-midi pour pouvoir préparer la liste des matchs, tout simplement, enfin, comme je vous l'ai déjà dit, on nous donne absolument pas de résultats, il y avait absolument aucune référence à Becky ou à Brock Lesnar, mais il y avait bien écrit Sasha Banks, Carmella. Il est déjà... Sasha Banks, bien sûr... Bianca Belair, pas du tout de référence à Carmella. Il est déjà arrivé que quand des choses comme ça arrivent, qu'effectivement y ait le match, et puis en dessous tu as entrée de telle personne qui n'est pas censée être dans le match, donc tu dis ah peut-être qu'il va se passer quelque chose. Mais là pas du tout quoi. Et même dans notre casque, notre référent aux États-Unis qui est à Stanford et qui gère toutes les équipes de commentateurs comme je vous l'ai déjà évoqué, nous disait dans le casque, bon là on attend, on sait pas ce qui se passe. Je pense que lui savait, mais c'est même pas sûr, mais aucun des commentateurs, hors bien sûr américains, ne savait ce qui allait se passer, et qu'effectivement
tout ça n'était qu'une supercherie pour retourner un petit peu le public. C'est vrai que Bianca Belair avait perdu la veille en 4 minutes. Alors que Bianca avait déjà affronté Zelina Vega, donc tu t'attends pas non plus à un match à SummerSlam. Donc on était au courant de rien. Bah, c'est ce que les médias américains disaient ces derniers jours. En gros, ça a été vraiment une surprise très bien gardée. Apparemment, c'était pas précisé même donc à l'entrée de la Gorilla Position, et il y avait que Carmella et Bianca Belair qui avaient été mises au courant, aux coulisses, pour pouvoir justement se préparer. Je pense que Rollins devait être au courant aussi quand même. Peut-être. Parce qu'ils ont dû appeler une babysitter. Non, parce que... Elle était à l'arène, c'était précisé dans l'article justement qu'ils avaient emmené avec eux, comme tu l'avais précisé récemment, par exemple les Canellis qui avaient ramené, voilà. Donc ils avaient ramené l'enfant, donc peut-être qu'ils l'avaient laissé en coulisses avec des catcheurs ou des catcheuses, etc. Mais Roux était bien, elle a fait, j'imagine, son premier gros pay-per-view où maman et papa ont tous les deux catché. Incroyable. Donc, on peut repartir sur l'année 2019. Avant de passer à WrestleMania, on va juste faire quelques petites précisions. On avait 2 pay-per-views avant WrestleMania, Elimination Chamber et Fastlane. On avait commencé à en parler, parce que c'est le moment où Kofi Kingston va commencer à prendre la place... Elimination Chamber, bien sûr. De Mustafa Ali. Toc toc. Donc, lors de Elimination Chamber, on peut également préciser quelque chose d'historique. La WWE qui ramène les titres par équipe féminin. Avec la Boss and Hug Connection, Sasha Banks et Bayley qui deviennent les premières championnes par équipe de l'histoire, et du coup derrière elles vont défendre les titres lors de WrestleMania 35. On rappelle un petit peu ce qui se passe par rapport à Kofi Kingston à ce moment-là. Kofi Kingston remplace Mustafa Ali lors du Elimination Chamber match, et il termine à la fin avec Bryan, avec le champion, à 2 doigts de remporter le titre, mais au final Bryan remporte le match avec un running knee. En tout cas, Kofi commence à vraiment bien se placer, ce qui veut dire et puis le public prend vraiment fait et cause pour Kofi Kingston, alors que bon, on n'imagine pas forcément qu'à ce moment-là dans sa carrière, après tant d'années, que le public y croit encore à ce point-là, mais vraiment dans le match, moi je m'en souviens vraiment, on se dit, ah bah putain, peut-être, pourquoi pas, vas-y, il va peut-être aller la chercher cette victoire. Ouais, c'est vrai. Bah la Kofi Mania, comme on disait à l'époque. Oui, bien sûr. En gros, ce qui se passe, c'est que du coup, vu qu'il a tenu jusqu'à la fin du Elimination Chamber, il est censé être l'adversaire de Bryan lors du prochain pay-per-view Fastlane juste avant WrestleMania. Mais lors de Fastlane, il y a quelques micmacs. Parce qu'en fait, pas trop. Il doit affronter Daniel Bryan, sauf que le jour même, au final, Vince McMahon lui dit, écoute, tu mérites pas vraiment d'affronter Daniel Bryan, Kevin Owens est de retour, donc on va mettre Kevin Owens contre Daniel Bryan. Vince McMahon, à ce moment-là, encore une fois, dans le délire un peu de B+ player, etc., il fait comprendre à Kofi Kingston qu'il ne le voit pas comme une méga star. Donc en fait, lors de Fastlane, Kofi Kingston se retrouve dans un match handicap face à 2 bars, Cesaro et Sheamus. Il se fait démolir par Cesaro et Sheamus. Et au final, dans le match pour le titre, c'est Mustafa Ali qui a ajouté à la place de Kofi Kingston dans le match à 3 avec Bryan et Kevin Owens. Ali qui revenait de blessure, sa blessure avait été très courte. Ça lui a vraiment juste gâché son push en fait. Ça lui a vraiment juste gâché son push. Et après, il est revenu. Mais du coup, forcément, Kofi va se battre lors des prochaines semaines et après Fastlane, il va dire qu'il mérite un match. Et là, Vince va lui proposer un match dont tu le rappelles sûrement parce que tu l'as commenté. Le gauntlet. Le fameux gauntlet match qui était à SmackDown. Oui. Il y avait eu un gauntlet match à SmackDown avec Kofi contre 5 adversaires. Mémorable. 1 heure de show, je crois, à peu près. Mémorable, Kofi Kingston qui bat tout le monde. On pense qu'il va avoir sa chance à WrestleMania. Sauf qu'à la fin, Vince ajoute un dernier adversaire, le champion. Et donc Bryan, au final, bat Kofi. On pense que Kofi ne va pas obtenir son match à WrestleMania 35, mais au final, ne vous inquiétez pas, il l'aura. Oui, on le sait. On rappelle également un petit peu ce qui s'était passé par rapport à Roman Reigns. On avait annoncé son départ en octobre. Juste après le Royal Rumble, le 25 février, Roman Reigns fait son apparition à Raw pour nous annoncer que son cancer est en rémission. Son état s'améliore et donc il va bientôt effectuer son retour. Ça nous permet de parler de la réunion du Shield. Le Shield va se réunir à Fastlane pour avoir un match 3 contre 3 lors du pay-per-view. Mais également, du coup, quelque chose qu'on n'avait pas trop cité, mais déjà on en parlait dans les commentaires. Quand Roman Reigns a annoncé son cancer et que du coup il a dû partir, le soir même, en octobre, on a eu le droit à un heel turn de Dean Ambrose. C'est vrai. Qu'on peut peut-être un petit peu citer parce que Dean Ambrose en avait lui-même pas mal parlé, parce que le soir même en fait et lors des semaines suivantes, il a dû faire 1 ou 2 références. Oui, et il n'était pas content effectivement qu'on lui demande de le faire et... Oui, c'est vrai qu'il en a beaucoup parlé quand il a quitté la WWE, que ça faisait partie des moments où il s'est dit non, mais là, ça commence ça va un peu trop loin. Ouais, et là, ça commençait à le saouler vraiment, et c'est là que son esprit et son cœur se sont retournés contre la WWE, je pense. Effectivement, ce heel turn, et c'est vrai qu'il était marquant. J'avais oublié que c'était à ce moment-là, mais c'est vrai qu'après, où il arrivait avec
Exactement. Parce que ça puait, tout ça, sa veste en cuir. Il avait brûlé la tenue du Shield. À un moment, il y avait eu un segment en coulisses parce qu'en gros, il avait expliqué que Roman Reigns et Rollins le retenaient en arrière. Le Shield lui avait fait du mal plus qu'autre chose. Et que justement, maintenant, Roman Reigns le paye parce qu'il va devoir répondre à la personne au-dessus avec la maladie, etc. Donc voilà, ça n'avait pas plu à Ambrose. Et concernant Rollins, lui, va devoir répondre à Ambrose, justement. Rivalité entre les deux, remportée par Ambrose à l'époque. Donc, non, franchement, c'était sa dernière grande rivalité, hein. Avant son départ au final, ça a été ça, la petite rivalité avec Rollins, puis la réunion de Shield à Fastlane, et ils feront également une dernière petite tournée d'honneur avant le départ de Dean Ambrose, quelques mois plus tard. Donc Roman Reigns qui va revenir, petit match à Fastlane, et derrière il se lancera dans une rivalité pour info avec Drew Oui. McIntyre, le moment où Drew également va commencer à le pusher parce que Drew enchaînait les associations à ce moment-là. Il était passé avec Dolph Ziggler, après Ziggler il était avec Lashley et Corbin. Oui. C'est après ça que enfin, au bout d'un moment, ils vont commencer à le lancer tout seul. Deux petites précisions encore, de Miz et Shane McMahon qui étaient devenus champions par équipe au Royal Rumble, ils perdent les titres lors d'un des pay-per-views suivants et Shane McMahon attaque de Miz, il va s'en prendre également à son père lors des prochaines semaines. McMahon qui va dire qu'il en a marre de se faire utiliser, que de Miz voulait profiter de lui, je ne sais quoi. Donc au final, il turn de la part de Shane McMahon. Randy Orton qui élimine AJ Styles lors du Elimination Chamber match, ce qui fait que lors de Fastlane, on a Orton qui vient à un moment lors du segment de Elias se débarrasser de lui, RKO, mais derrière d'un coup, AJ Styles sort de nulle part, phénoménal forearm, rivalité entre les deux avec Randy Orton qui prend mal le fait que AJ Styles dise que c'est lui qui a construit SmackDown, que c'est sa maison, etc. Donc rivalité entre les deux qui se lance également. On est parti, direction WrestleMania, direction New York. Notre dernier show aux États-Unis, la dernière fois que nous partirons. Évidemment, à ce moment-là, on le savait pas du tout. Hein, on partait la fleur au fusil. On était heureux, on était comme des fous. Mais voilà, ouais, direction New York, effectivement. Comme d'hab, on va aller dans toujours le même hôtel, au logo vert. Mais c'est dingue, je ne me souviendrai jamais de ce nom. Je peux pas vous le conseiller à Brooklyn. En plus, encore une fois, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais le patron est français. Donc on va partir donc à Brooklyn. Le show a lieu, on le sait, au MetLife Stadium, qui est dans la banlieue new-yorkaise, la grande banlieue new-yorkaise, parce qu'en plus c'est dans le New Jersey. Hein, MetLife Stadium, c'est même pas dans l'État de New York. Mais donc on va se pointer à cet hôtel. Putain, c'est dingue. Tu te souviens pas non plus? Oh, putain, en plus, j'ai plein de stylos à la maison. Non, parce que je vais devoir le citer plusieurs fois, parce qu'on va arriver, bon, tranquillou, on sera avec notre caméraman Fred, qui est l'un des plus anciens caméramans de AB, aujourd'hui Media One, qui a tourné beaucoup de catch-off notamment. Et on va commencer direct par une journée d'interview dans l'hôtel. Je vous l'avais déjà expliqué, la première fois qu'on y sera dans cet hôtel, c'est l'hôtel des catcheurs aussi, mais là plus, parce que l'hôtel est mal foutu, il n'y a qu'un seul ascenseur, tout ça, donc ils mettent principalement la presse internationale, donc il y a mes camarades allemands, notamment celui qui écrit pour Bild, notamment, qui était du côté de SummerSlam, qui a pu faire des interviews et tout, comme à la grande époque. Et dans le sous-sol, il y a des salles qui sont utilisés pour des meet and greets où on avait déjeuné avec Sheamus une fois et là il l'avait utilisé pour faire une journée d'interview. Donc on avait eu la chance de commencer par ça, quasiment commencer par ça. On avait eu comment elle s'appelle, Nikki Cross, très timide, très ouais, on s'attendait à voir un petit peu son personnage un peu fofolle et tout, et en réalité on sentait qu'elle n'était pas encore très habituée à ce genre d'événements, donc elle était très calme, très, très timide, très, très, très posée. On avait également eu Asuka. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que, vous le savez, j'étais parti au Japon un an avant. Et donc, bon, j'ai pas retenu grand-chose, mais j'avais retenu Mamonake, parce que quand vous prenez le métro, c'est ce que dit la voix dans le métro, ça veut dire, je crois, dans un instant, l'arrêt suivant, quoi. Donc là j'avais fait Mamonake, Pururusu Ichiban, Asuka. Elle était toute émue que je puisse dire 3 mots en japonais. Et j'avais été surpris parce que on avait galéré, on était super heureux de l'interviewer, mais en fait elle avait un traducteur pour les interviews. Elle ne parlait pas anglais, mais du tout. Je me demande même si ses promos
peut-être aujourd'hui un peu moins, parce que ça y est, quand même, le temps est passé, mais ça faisait déjà quand même pas mal de temps qu'elle était aux États-Unis, hein. Mais elle n'était pas capable de répondre aux questions en anglais. Il fallait qu'on pose la question au traducteur en anglais, bien sûr, le traducteur traduisait en japonais, évidemment, hein. Ça n'aurait pas été pratique en portugais, par exemple. Mais c'était vraiment, et on était un petit peu déçus à la fin, parce qu'on se disait, mince, on va pas pouvoir la diffuser, parce que, tu sais, au niveau du montage, avec le traducteur qui était hors champ en plus, puis là c'est un plan fixe, on a quand même réussi à sortir ce catch-off avec Asuka, mais en rajoutant des images d'elle et tout, parce que, bah, c'est pas comme sur Internet où tu fais un plan de coupe, bam, Philippe en plus aime bien que ce soit propre et tout, donc il faut qu'il y ait plusieurs plans, plusieurs cams si tu dois couper, tu vois ce que je veux dire, ou rajouter des autres images, et là c'est ce qu'on avait fait, mais ça nous avait surpris, vraiment, elle comprenait très 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 mal l'anglais, ce qui me laisse à penser, comme j'allais le dire il y a quelques instants, que ces promos, à mon avis, on doit lui faire apprendre par cœur et en phonétique, parce que comme Mike Brandt par exemple, le célèbre chanteur, bon, beaucoup d'entre vous ne savent absolument pas de qui il s'agit, mais laisse-moi t'aimer, rien qu'une nuit. A priori, visiblement, il n'était pas francophone, il chantait en phonétique. Il était d'origine israélienne et visiblement, il ne parlait pas français. Et donc, il apprenait toutes ses chansons françaises en phonétique et il chantait comme ça, quoi. Ouais. Donc, et là, Asuka, on était, comme dit, ouais, un peu étonné, un peu choqué. On avait également eu la chance d'avoir Buddy Murphy. On avait eu, j'essaye de me souvenir, Jeff Hardy aussi. Ils avaient quand même sorti du lourd. Et la petite cerise sur le gâteau, en quelque sorte, Kurt Angle. Et là, je crois que je l'ai déjà évoqué quelques fois quand même, mais c'est cette interview-là, voilà, c'est cette interview-là où, pendant qu'on prépare la caméra, il nous demande une chaise, parce qu'il ne peut pas rester debout. Et il sera vraiment très honnête, presque de manière inquiétante, en disant moi demain de toute façon c'est mon dernier match, j'en peux plus, je suis foutu, voilà. On était assez sous le choc de voir bah ouais, Kurt Angle dans cet état là, quoi, parce qu'on l'avait vu à Paris, il n'était pas en grande forme, mais ça allait quand même, il avait le côté un petit peu, mais c'est peut-être parce qu'il était à Paris et que voilà, il était ça bossait dur, mais en même temps, t'es à Paris, pour un Américain, c'est toujours cool, tu sais que tu vas avoir quand même quelques heures pour toi, faire un peu plaisir. Là, on sentait vraiment le mec en bout de course. Vraiment, c'était assez triste à voir. Et il était soulagé, vraiment, que le lendemain, ou le surlendemain, parce que je sais plus si c'était le samedi ou le vendredi, je pense que c'était certainement le vendredi, mais bon, on s'en fout un petit peu du jour. Enfin, voilà, il était soulagé de voir que ça allait se terminer pour lui face à Corbin à WrestleMania, quoi. C'était sa tournée d'adieu, on le précise pour Kurt Angle à ce moment-là à la WWE, et il était censé avoir donc son dernier match face à Corbin à WrestleMania, et en plus on sait qu'il n'était pas forcément très content parce que c'est pas exactement le match qu'il voulait, on en parlera justement dans le prochain épisode. Après c'est clair que Kurt Angle il a pris tellement cher durant sa carrière. Oui, puis il a tellement pas fait attention surtout. Ouais. Parce qu'il était déjà dans un sale état à la WWE, mais ensuite il enchaîne avec la TNA où il sort quand même ce moonsault par exemple du haut de la cage. C'est un exemple, mais il y en a vraiment tellement beaucoup d'autres où il faisait pas gaffe, quoi. Le mec, quand il allait sur le ring, il voulait sortir un putain de match. Tant pis si en sortant il en chiait pendant 3 semaines ou 1 mois ou 3 ans. Mais là on en avait déjà parlé aussi. Il critiquait un petit peu le fait qu'il n'ait pas eu l'occasion de catcher toutes les semaines, ce qui faisait que son corps n'était pas suffisamment habitué, n'était pas prêt, il était rouillé, quoi, tout simplement, et donc ça compliquait vraiment les choses. Mais tu vois, de voir un athlète comme Kurt Angle, qui après allez, 1 heure d'interview, parce que c'est comme toujours, il passait de média à média, devoir s'asseoir, parce qu'au bout d'1 heure debout, il peut plus. Tu te dis, bon, bah ouais, là, bon, effectivement, il est peut-être temps de ranger les bottines, même si t'es fan. Nous, on est fan, et que lui est fan de ce qu'il fait, il y a un moment où il faut effectivement être raisonnable, quoi. Donc c'est clair qu'au bout d'un moment, le corps a lâché, mais pour lui, ça doit être encore plus difficile quand il se souvient de l'athlète qu'il était, je veux dire, et tout ce qu'il pouvait faire avec son corps. Là, c'est surtout que c'était ça. Alors, il a fait quelques apparitions au cinéma aussi. Enfin, je sais pas si on peut parler de cinéma, mais il a joué dans Sharknado,
par exemple. Non, mais ça a bien marché, Sharknado. Pour J'ai jamais vu, je sais pas exactement. Moi non plus, non, mais c'est... Enfin, j'ai vu des images, mais j'ai jamais pu regarder plus, parce que c'est pas du tout... J'adore les films de requins, en général. Mais là, non, là, c'est too much, parce que c'est vraiment cheap. Mais c'est fait exprès, c'est cheap exprès, quoi. Parce que il y en a d'autres, après, toute une mouvance de films de requins cheap, le requin nucléaire, ou je sais pas quoi... avec un requin qui... comme ça, parce qu'il a été dans des eaux... ou peut-être à Fukushima, je ne sais pas, mais bon. Oui, c'était son seul truc, Kurt Angle. C'était sa carrière athlétique, sa carrière d'athlète en l'occurrence, la lutte amateur, la lutte professionnelle comme on dit au Québec. Donc c'est sûr que quand tu te retrouves dans cet état-là, au bout d'une heure, de devoir t'asseoir, de pas pouvoir tenir debout pour une interview et d'être vraiment épuisé, quoi. Le show n'a pas commencé, il est déjà crevé, Kurt Angle. Ça doit lui faire beaucoup plus mal au cœur qu'à nous. Mais ça nous a fait très mal au cœur quand même, quoi. Donc ça, c'était le vendredi, sûrement la journée. Je pense. Effectivement, alors il y a le soir Hall of Fame, si je ne me trompe pas, hein, puisque alors, NXT TakeOver serait le samedi, je pense, ou c'est le contraire. J'ai fait les deux. Ça, je m'en souviens parfaitement. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que cette année-là, c'était le contraire. Donc on va vérifier tout de suite. Donc, le vendredi soir, NXT TakeOver. Je pense qu'une fois j'allais dire n'est pas coutume, mais parce que je sais pas utiliser cette expression, mais si en l'occurrence c'est coutume, je l'ai fait tout seul. Je me suis aventuré tout seul au Barclays Center, un peu ma maison, je veux dire, bon, je suis chez moi au Barclays Center, il faut être honnête. NXT TakeOver, j'étais arrivé pour une fois très tôt, donc j'ai tout vu, et principalement je n'ai pas loupé un Américain qui gagnait $1 million grâce à WWE 2K. Je sais pas si tu te souviens, ouais, tu sais, il y avait eu la tour 2K. Oui, tout à fait. Et au bout de cette tour, tu avais la chance peut-être de te qualifier. Ils avaient d'abord annoncé, évidemment, les filous, que ça se passerait à SummerSlam. Bon, ça s'est pas passé à SummerSlam, ça s'est passé à NXT TakeOver, et encore avant que le show ne débute. Et si tu te qualifiais, tu affrontais Xavier Woods, si je ne me trompe pas, mais je crois que... Ou peut-être c'était AJ Styles. AJ Styles, parce qu'il était sur la couverture, non? C'est ça? Bah, en tout cas, je me rappelle avoir vu la vidéo. Où, non, mais il est sur la couverture, et effectivement, tu affrontais AJ Styles. Et tu te rends compte qu'AJ Styles n'a jamais joué au jeu. Donc, le mec, au bout de 15 secondes, on savait déjà que c'était bon pour lui, quoi. Bam, et le gars a gagné $1 million de dollars. Bravo. Ou 100 000. 1 million ou 100 000. Bon, ancien dollar, en ancien dollar, euro, on sait pas. Bon, il a gagné, un beau paquet de dollars. Ouais, il a gagné. Non, mais c'était ouf, quoi. Parce que le mec, il a quand même pu aller sur la scène de TakeOver, enfin sur le stage. Ils avaient mis, deux télés, ils s'affrontaient, puis c'était diffusé sur le grand écran. Et donc, il a fumé AJ Styles en aussi peu de temps qu'il me faut pour le dire. Et donc, il a gagné cette énorme somme d'argent en intro. Je me souviens avoir pris la photo, je l'avais envoyée à nos amis de 2K France en disant, voilà, on a notre gagnant, bon, c'est un Américain, s'il reste quelques centimes, enfin voilà, bon, j'ai jamais eu de réponse. Hein, on embrasse Agnès et toute sa team. Mais oui, tu vois, c'est marrant parce que j'étais arrivé trop tard, moi je pense à NXT TakeOver, donc on n'avait pas vu tout ça avec Yann. Bah, c'était vraiment... moi j'étais arrivé très très tôt, parce que on avait fait cette journée d'interview, et ensuite, comme souvent, je vous l'ai déjà expliqué, on filme plein de choses et tout, donc Philippe va plutôt dans sa chambre, fait du montage. Après, il aime bien aussi, moi je déteste ça, mais Philippe aime bien faire les boutiques. En plus, il connaît bien, maintenant, en Brooklyn, vraiment on connaît comme notre poche. Donc, il sait dans quelle boutique il veut aller, ramener un petit souvenir pour les enfants, bien sûr, un petit souvenir pour madame, outre que ma photo. Et donc, il fait, on fait quartier libre, quoi. Et moi, je sais que j'étais rentré à l'hôtel, je m'étais changé et tout, parce que costume cravate, j'ai pas allé à NXT en costume cravate. Et donc, je m'y étais rendu très tôt, parce que j'avais plus que ça à foutre. Je me suis dit, bon, je vais à la salle, j'y vais, de toute façon, comme ça, je fais la queue, ça sera ouvert et tout, puis tu profites un peu de l'ambiance, quoi. Donc voilà, j'étais arrivé très tôt et j'avais pu voir cette grande victoire pour le Touquet de cette époque. Bravo monsieur, très beau chèque, bien joué. Ça vaut le coup Touquet, comme quoi vous voyez le coup, ça vaut le coup. Bah, rendez-vous en mars prochain pour le nouvel opus de Touquet. Je pense qu'ils ont fait exprès pour attendre mon anniversaire. T'as un anniversaire toi? Parce que je penserais bien l'oublier. 10 ans, hein, comme d'habitude, en mars bien entendu. Beau takeover encore une fois. Oui, alors j'ai pas... bah si, là je vois quand même maintenant, petit à petit, je vois... Oui, non, si, beau... Ah oui. Non, j'avais passé un putain de bon moment. Est-ce que c'est pas le dernier takeover? Ouais, c'est ça, de Black et Ricochet. Si, exactement. Ils sont montés dans le roster principal quelques semaines auparavant. Pour ceux qui se rappellent, les premières semaines, ils faisaient équipe.
en plus Black et Ricochet. Donc justement, là, ils ont également un match par équipe où ils vont mettre en avant les War Raiders, les Viking Raiders, bien entendu, Hanson et Raw. Moi, personnellement, sur NXT TakeOver, on l'avait acheté avec un match en tête. Walter contre Pete Dunne. Le match pour le championnat UK, Walter contre Pete Dunne. Pete Dunne qui était donc champion UK à ce moment-là, qui perd le titre face à Walter. Ça faisait 2 ans qu'il était champion. Déjà lui-même, ça faisait très longtemps qu'il était champion, parce que bon, Walter a enchaîné, comme vous savez, avec un règne lui-même, qui a duré des centaines de jours. Il y a eu la pandémie. La pandémie, Walter veut pas vivre aux États-Unis, donc ils n'ont pas pu le faire venir, puisqu'il vit en Allemagne ou en Autriche, d'ailleurs, je ne sais plus. Je pense qu'il est allemand. Je crois qu'il vit en Allemagne, mais c'est un des deux. En tout cas, oui, pour le moment, ça reste la rumeur, hein, parce que du coup, beaucoup de personnes s'attendent à ce que potentiellement ils passent dans le roster principal ou à NXT. Ah, j'aimerais bien. Mais on aimerait bien tous, je pense. Après, évidemment, si c'est pour feuder contre Lily, on sera un peu déçus. Mais c'est vrai que ça serait un sacré parcours pour Walter. Mais malheureusement, en début d'année 2021, Walter avait de nouveau fait des interviews où il disait que lui, pour le moment, vivre aux États-Unis, ça le botte pas, quoi. Bah, c'est cool s'il peut péter le salaire de la WWE tout en restant tranquillement en Allemagne. Et mais c'est vrai que, bon, en plus, les enregistrements à NXT UK, c'est pas. C'est plusieurs semaines d'affilée, voilà. Oui. Donc, il peut avoir la vie. C'est clair. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont des êtres humains. Il a certainement une femme, je pense, mais des enfants peut-être aussi. En tout cas, il dit que c'est pour sa famille, donc j'imagine que oui, il y a sûrement aussi peut-être des enfants derrière. Je peux comprendre tout à fait. Et puis c'est vrai que vivre aux États-Unis, il y a un côté rêve et il y a un côté aussi galère totale, quoi. Parce qu'on est en Europe, nous, on s'en rend pas forcément compte, mais entre la sécu, le côté un peu paisible de nos contrées lointaines de Paris, pour ceux qui ne vivent pas à Paris, parce que Paris c'est encore autre chose, ça ressemble presque à la vie américaine, dans le sens où il y a quand même ce stress, tout le monde est pressé tout le temps, il y a du monde partout, mais quand tu vis comme lui ou moi en province, dans des villes un peu plus petites, on a la belle vie, quoi. Faut pas l'oublier. Alors c'est sûr qu'on serait sans doute mieux dans des pays lointains, la misère est toujours meilleure au soleil, non? Qu'est-ce qu'il chantait Aznar? Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Et voilà, vous voyez, du haut de ses 10 ans, il a de la culture. Donc, il est content. Walter contre Pete Dunne, magnifique à voir, mesdames et messieurs. C'est vrai. Au niveau des matchs, on les cite très rapidement. Donc, d'abord en pré-enregistrement qu'il diffuse la semaine d'après, on avait les Street Profits contre Fabian Eichner et Marcel Bartel, Jackson Ryker qui bat Danny Burch, Candice LeRae qui bat Aliyah, et donc ensuite on vous l'a dit. Aliyah, quel sera ton souvenir et peindre la vie. Représente les boys band. War Raiders qui bat Black et Ricochet, Velvet in Dream qui bat Riddle. Velvet in Dream était champion nord-américain. Très joli match quand même, les War Raiders contre Black et Ricochet. Pareil, j'avais fait pas mal de stories à l'époque parce que comme dit, j'étais tout seul, donc c'est toujours sympa d'essayer de vous faire vivre à ceux qui n'y sont pas. Et Alistair, j'avais mis superbe match et tout en story, et il m'avait répondu en DM en disant merci, ça fait toujours plaisir et tout. Enfin voilà, on n'a pas souvent des interactions. Je lui ai écrit quand il a été renvoyé de la WWE en lui disant que sincèrement, voilà, non, sincèrement, je lui avais écrit que je comprenais pas et que j'étais extrêmement triste et que la France était fan de lui, ce qui est vrai, je pense. Enfin, vous étiez toutes et tous attachés à Aleister Black parce que certains l'ont vu en live et puis le fait qu'il soit européen, tout simplement. Pareil, il m'avait remercié, il m'avait dit... Enfin, je lui avais aussi écrit, évidemment, que je m'inquiétais pas pour lui et que je me doutais très bien que ça allait très vite se remettre en place. Et il m'avait remercié et il m'avait dit, c'est gentil, effectivement, t'inquiète pas. Il savait sans doute pas encore de quoi il serait fait son avenir. Mais voilà, il est talentueux, il est extrêmement sérieux, c'est quelqu'un de bosseur, donc je ne doutais pas de son succès futur. Au passage, justement, parce qu'on parlait d'Aleister Black, ça m'a fait penser au licencié. Est-ce que tu as vu l'interview de Nick Khan par Ariel Helwani qui est sortie ces derniers jours ou pas? Alors, je ne l'ai pas vu, j'ai lu moult retranscriptions américaines, je n'ai pas profité de la merveilleuse vidéo que tu as produite. Qui est dispo sur Catch Club, la traduction sûr. FR. Exactement, voilà, donc j'en ai pas profité parce que je parle anglais, je suis polyglotte. Mais oui, j'ai vu quelques-uns des points forts de cette interview. Parce qu'il a une certaine... Varum. J'étais curieux de savoir peut-être ton impression, parce que c'est la première fois qu'on le voit vraiment s'exprimer pendant une vingtaine de minutes, et t'en ressors en disant
Bah, tu comprends pourquoi il est là, en fait. Moi, c'est ce que je me suis C'est dit ce que sur les forums américains, c'est ce qui se disait, c'est que le mec, il est bien, il est smooth, il parle bien, oui, oui, oui. mais en même temps c'est un agent. C'est ce que disaient les mecs, c'est un agent, donc forcément le mec toute sa vie il a passé à vendre, survendre des gars, donc Mais forcément... il a une manière de parler et de mettre en confiance son interlocuteur et... Enfin, Que ça a changé un peu de Monsieur McMahon, qui était du genre à s'énerver un petit peu facilement. déjà... Donc non mais visiblement oui, c'était après, bon j'ai lu comme tout le monde qui voudrait que Raw dure 4 heures, que SmackDown même 8 heures. Une et grosse tout. blague. Oui, oui, bien C'était une sûr, grosse bien blague. sûr. Parce que certaines personnes l'ont repris en voulant faire le buzz, en faisant croire que c'était sérieux, mais c'était totalement une blague, hein, je le précise. Il a juste dit que bah, nous, si on nous dit que c'est plus long et on vous paye plus, on dirait oui, bien entendu. Bah, moi, c'est toujours ce que j'ai demandé. Mais au bout d'un moment, il a dit que non, pour le moment, 3 heures de Raw, 2 heures de SmackDown, ça nous va très bien comme schéma. Mais oui, c'était pour faire la remarque, en tout cas, si jamais vous voyez quelques images de l'interview, le mec est très éduqué, très intelligent, il parle super bien. Tu comprends pourquoi Vince et Triple H se sont dit à lui, on sent qu'il y a quelque chose. Et Alors, puis... si j'ai bien compris, visiblement, il aurait été invité à l'anniversaire de Triple H. Exactement. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Monsieur McMahon. Et sur les forums américains, les gens se moquent un peu de Triple H en disant il doit regretter d'avoir invité ce mec à son anniversaire parce qu'effectivement, depuis, visiblement, Triple H a un petit peu perdu de son aura et de son importance, notamment à NXT, qui ne serait plus totalement son petit bébé. Hein, puisque on l'a vu, il y a des changements de logo notamment, mais les superstars qui ont été renvoyées, a priori Triple H n'était même pas au courant qu'elles seraient renvoyées, donc les histoires n'avaient pas pu être écrites en conséquence. Enfin, voilà. En tout cas, oui, comme tu l'as dit, c'est exactement ce qu'il dit. Triple H l'avait invité à son 50e anniversaire, où il y avait que des amis très très proches et la famille. J'ai pas pu venir. Non, mais j'ai le carton. Bien je vous sûr. le ramène la semaine prochaine, non, parce qu'on enregistre juste après, mais dans 2 semaines, si j'y pense, je vous le ramène. J'ai un très joli carton. Game is on, cake party, justement, comme il y a des cakes, t'es invité. Donc oui, c'est là qu'il a rencontré les McMahon et il s'est rendu compte que il s'entendait bien avec tout le monde. Ce qui fait que, en tout cas, oui, moi je me suis dit, il a pas l'air de mal s'entendre avec Triple H. Après, bien entendu, il va pas le dire dans une interview s'il s'entend pas avec Triple H. Non, c'est peut-être Triple H qui s'entend mal avec lui. Oui, peut-être aussi. Mais c'est vrai que c'est Triple H qui l'a plutôt intégré, on va dire, vers la WWE. Les deux main events... quand même, t'as passé très vite, mais Velvet in Dream, Matt Riddle, c'était un match très attendu, hein, quand même. À l'époque, Velvet in Dream était champion d'Amérique du Nord, et Riddle était en train Exactement. de gravir les échelons. Enfin, moi, je me souviens, dans la salle, il y avait beaucoup d'anticipation. Enfin, c'est un faux ami, hein, mais les gens avaient hâte. Ils étaient très anxieux à l'idée de voir ce match. Et le match est sympa. Enfin, je ne l'ai pas revu depuis, mais c'est vraiment un bon petit match. Et tout le monde espérait que Riddle batte Dream, mais non. Pete Dunne, Walter qui remporte le titre. Mesdames et messieurs, le grand règne de Walter. Si vous voulez voir également quand il a perdu, on le reconseille. Walter contre Ilya Dragunov, le dernier NXT TakeOver, c'était la folie. Ouais. Le meilleur match de tout le week-end, je pense. Hein. On avait SummerSlam, on les avait gens, SmackDown, on parlent déjà du match de l'année. Bon, après, c'est toujours... Il fut un temps, ça avait encore une valeur. Oui. Je veux dire, on commençait l'année en janvier, les gens nous disaient que c'était le main event de Wrestle Kingdom, qui était le match de l'année. Ça tenait quand même pas mal, et puis après, t'en avais quand même un ou deux qui arrivaient à sortir la tête de l'eau. Maintenant, bon, il y a des matchs de l'année. Tous les week-ends. Ouais, mais bon, et c'est pas forcément un mauvais signe. Hein. Non. En général, c'est souvent des très bons matchs aussi. Hein. Mais là, il n'y a rien à dire. Walter, Ilya Dragunov, il faut le voir, mesdames et messieurs. Shayna Baszler, championne féminine, qui bat Bianca Belair, Io Shirai et Kairi Sane pour conserver le titre. Kairi Sane qui nous manque au passage. Oui. Et le main event, Johnny Gargano contre Adam Cole pour le titre vacant. Car Tommaso Ciampa était champion, exactement. Coup cassé. Mais coup cassé. On avait même pu voir Ciampa monter une ou deux fois, je crois que du côté de SmackDown, quelques mois auparavant. Oui. Mais malheureusement, derrière, coup cassé, il doit rendre le titre vacant. Donc on se trouve avec Johnny Gargano contre Adam Cole dans un 2 out of 3 falls. Adam Cole connaît très bien ces matchs. Et c'est Gargano qui devient nouveau champion. Et justement, après le show, Ciampa vient fêter avec lui. Donc, parce qu'on s'attendait à la base peut-être à une rivalité entre les deux, mais vu que Ciampa peut pas se battre, au final, on a DIY qui se retrouvent pour fêter ensemble. On pourrait également parler un petit peu du samedi dans cet épisode. Bah évidemment, honnêtement, la journée, je ne saurais plus trop comment elle a été utilisée en quelque sorte, enfin ce qu'on a fait. Peut-être que les interviews dont je vous parlais tout à l'heure, c'était le samedi, c'est fort possible, et qu'on ne soit arrivé que le vendredi, je ne sais plus bien. Mais le samedi, c'est le Hall of Fame, et on va avoir l'honneur
de nouveau de faire le tapis rouge du Hall of Fame. Un tapis rouge un peu différent parce que cette fois, d'habitude, ils nous mettaient en bas de la scène et là, ils nous ont mis sur la scène. Donc, ce qui fait qu'on avait très très peu de place. C'était assez fatigant parce que à côté, on avait deux Américains je sais plus de quel média, mais un petit peu connu quand même. Et en bon américain, ils étaient quand même un petit peu mastoc, donc ils prenaient énormément de place et tout. Je sais qu'il y a eu pas mal de tensions. On poussait un peu, discretos, on leur poussait la caméra, tu sais, pour que. Ah, pardon, excuse-moi. Non, non, vraiment. Enfin, parfois, tu as l'impression. Vous voyez sans doute comment ça se passe au Festival de Cannes ou dans des réceptions comme ça où il y a un tapis rouge et puis tous les photographes qui s'engueulent et tout. Il y a toujours des cris derrière. Le quotidien, on fait souvent des petits segments où on les entend gueuler. Hey, casse-toi, pousse ton pied, aïe, aïe, aïe. Et là, c'est un peu pareil, sauf que bon, ça va, les mecs, c'est le Hall of Fame de la WWE. On n'est pas. On peut peut-être faire ça de manière un petit peu courtoise, mais pas du tout, quoi. Les mecs sont comme des connards. Chacun pour sa gueule. Ouais, et c'est pas forcément amusant à faire dans ce cadre-là. Mais bon. Donc on a la chance de faire ce tapis rouge un peu coincé. On se retrouve à côté de Tom Phillips. Au début, un peu connard, Tom Phillips. Hein. Ouais, oui. Parce que avant, là, il était un petit peu au sommet de sa carrière. Il était la voix de SmackDown. Il était bien. Et moi, je le connaissais d'avant. On avait pas mal discuté et tout. Et on se disait toujours bonjour et tout. Là, ce jour-là, pas trop bonjour. Je le voyais, il se foutait un peu de notre gueule et tout. Sur certaines interviews, il écoutait, il rigolait. Bon, à la fin, ça s'est un petit peu calmé, mais pendant une demi-heure, je me suis quand même dit, oh, petit connard de Tom Phillips, ça t'a pris la grosse tête, mon petit Tom. Mais en fait, non. Bon, enfin, peut-être que si, mais après, il est venu me voir, je dis, mais tu te foutais de ma gueule avant? Il m'a dit, mais non, pas du tout. Bon, un peu, mais c'est WrestleMania, c'est les vacances. Non, mais après, voilà, on a discuté, on a rigolé, c'était sympa. Mais pendant une petite demi-heure, quand même, et puis c'est pas facile de. Tu sais, à droite, j'ai deux. Enfin, je dis j'ai. Parce que dans ces cas-là, nous, justement, avec Philippe, on sait qu'on n'a pas la place d'être tous les deux. Et puis Philippe, il sait que pour moi, c'est un plaisir, c'est un honneur. Et sans vouloir non plus trop me mettre en avant, et vous savez que c'est pas du tout ma spécialité, mais je parle pas trop mal anglais. Mais en plus de ça, j'ai quand même un peu de répartie. J'arrive à rebondir sur ce que disent les superstars, et j'ai cette culture, on en a déjà parlé, de l'humour américain, Seinfeld, Friends, Cheers, enfin j'ai quelques références culturelles américaines qui fait que quand y a un petit truc, je peux rebondir et relancer, et parfois, souvent les superstars ont aussi un peu ces références-là. Et Philippe est moins à l'aise dans ce genre d'interview qu'il ne l'est par exemple dans les catch-off, où on peut un peu plus préparer, les catch-off récents j'entends, où on sait avant qui on va avoir et on doit préparer des questions et tout ça. Donc c'était pas facile, t'avais les deux gros monsieur américains qui faisaient de la poussette à tout moment et qui nous déstabilisaient dans un coin, et à gauche j'avais Tom Phillips qui me regardait toujours du coin de l'œil en se foutant de ma gueule en parlant avec son caméraman. Donc c'était je sentais un peu la pression. C'est pas facile de se dire allez, je me mets des œillères, je reste concentré sur ce qu'il y a devant moi et non pas à droite, à gauche et tout ça. Mais franchement, ça avait été un putain de tapis rouge parce qu'on avait vraiment enchaîné énormément de monde, et c'était plutôt cool qu'on soit à côté de Tom Phillips parce que Tom Phillips, il était là pour le network. Donc, il lui envoyait les bonnes superstars, et ce qui fait que souvent, à peine elles avaient fini avec Tom Phillips, elles venaient chez nous. Donc, on avait quand même un petit peu du lourd. Bon, on a eu évidemment Titus O'Neill avec ses gamins. Je crois que je lui demande s'il veut pas m'adopter parce que voilà, c'est le papa parfait et tout. On avait eu Lacey Evans, très sympa aussi. Elle m'avait pas du tout parlé d'Axel et d'Aurélien, donc je pense que cette relation de nos amis de WWE Fan France est totalement inventée. Je pense qu'ils ne l'ont jamais rencontré. On avait eu Braun Strowman, colonel. J'avais pu faire ma voix et tout, et gentiment, il m'avait dit pas mal. Merci Braun. Qu'est-ce qu'on avait eu encore justement, je crois qu'on avait eu les Dash Wilder et les Revival. Les Revival, voilà, j'avais déjà oublié leur nom. J'avais placé cette fois-ci que je connaissais bien Tom, et là ils étaient partis. Ah ouais, le French Crazy Man. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, ils ont tous un souvenir de Tom LaRufa un peu fou. Hein, ça confirme un petit peu aujourd'hui l'homme qu'il est devenu. Qu'est-ce qu'on avait eu encore? On avait eu
Bah, honnêtement, bon voilà, on avait eu pas mal de superstars. Ce que je retiens surtout, c'est à la fin, on se fait... comme on est sur la scène, bah, il faut dégager. Déjà à l'époque, quand on était en bas de la scène, il fallait dégager, mais il n'y avait pas vraiment... Il y avait un peu de pression, dégager, dégager, ce qui fait qu'un jour d'ailleurs Philippe avait oublié son sac, et que le sac de Philippe était resté au bord de la scène pendant toute la cérémonie. Vigipirate mes fesses, quoi. Bon, aux États-Unis, c'est pas Vigipirate, mais personne n'avait capté qu'il y avait un sac posé là, ça aurait pu être dangereux. Et parce que il faut partir vite et tout, donc Philippe avait posé son sac, il avait oublié de le reprendre. Et là, quand on est sur la scène, tu vois le décompte au-dessus Hall of Fame dans 2 minutes. Et elle dit, bon, bah ça va commencer, faut se barrer maintenant. Et là, Nia Jax, oh les gars, comment ça va? Bon, allez, venez, on fait vite une interview. Et donc, nous, on interviewe Nia Jax. Et t'as le mec de la WWE, bah, il va évidemment pas dire à Nia Jax, tu te casses. Donc, il nous le dit à nous, bon, les gars, faut se barrer. Mais on est en train d'interviewer Nia Jax. Ouais, mais là, faut se barrer maintenant. Donc, elle répond à 2-3 questions. Enfin, tu vois, vraiment la meuf sympa. Non, non, mais on s'en fout, laissez-nous finir. Donc, on a encore vite fait cette interview de Nia Jax. Et là, il nous vire. Et là, on se dit, la journée a été longue, on a été un peu fatigué. Moi, je me souviens que j'étais franchement très déçu de ma prestation ce jour-là. J'avais pas du tout, je m'étais pas senti. Il y a des fois où franchement, je ressors de là et je me dis putain ouais, j'ai eu justement du répondant, j'ai dit ce qu'il fallait quand il fallait et tout. Et là, j'étais vraiment oui, j'étais pas heureux, j'étais pas content de ce que j'avais fait. Fred, notre caméraman, qui est super sympa, m'avait dit non, franchement, c'était très bien et tout. Bon, après, lui, forcément, j'ai parlé anglais, j'ai échangé, il avait l'impression que les superstars avaient passé un bon moment et qu'à la caméra, ça passait bien. Donc, mais moi, j'avais pas du tout aimé. Mais voilà, et puis Philippe avait faim. Donc, on s'est dit, on va y aller. On va pas rester pour le Hall of Fame, on va aller manger. On va aller se prendre un petit repas tranquille et puis voilà, parce que comme je vous l'ai déjà dit, bon, les cérémonies du Hall of Fame, il y a quelques années de ça, moi c'était mon truc, j'adorais ça, mais au bout d'un moment, voilà, enfin la fatigue, tout ça, le lendemain tu dois te lever tôt, on préfère rentrer et donc on est en train de, on est parti sur Times Square ce soir-là. Je m'en souviens, on passe devant d'ailleurs le show de Wally. Okay. Il y avait, tu vois, le rappeur, il avait organisé un show. Je crois d'ailleurs que les mecs du New Day étaient passés oui, bien sûr, faire un petit caméo. Donc on était passé devant cette file d'attente. On s'est dit putain, c'est quoi ce truc et tout. Et puis on s'était arrêté pas loin, donc on était allé demander au fait, qu'est-ce que vous attendez Ah, mais c'est chaud. Et on se dit putain, enfin moi je me dis putain, je sais même pas. Je crois que Booker T était passé aussi ce jour-là. Donc bref. Samoa Joe peut-être, non? Je sais qu'une année Joe était allé sur scène et qu'il avait bien fêté lors de cette fête. Je sais plus si c'était cette année-là. Bon, en tout cas, je m'étais un peu senti con de me dire, je suis même pas, tu vois, je suis quand même un petit peu fan de catch, je devrais quand même un peu savoir quand il y a un show de catch qui s'organise. Bon, il y en a 1000 qui s'organisent, mais bon. Et pendant que nous marchions, on a notre contact européen qui n'était pas venu aux États-Unis. Qui malheureusement depuis a été renvoyé comme beaucoup de gens dans les bureaux notamment en Europe qui nous écrit, il dit vous allez bien, il s'est passé, c'est dingue ce qui vient de se passer et tout, j'espère que vous étiez pas dans la mêlée. Putain, et là on se dit merde, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, où, quand? Et donc on commence à chercher et tout, et c'est là qu'on comprend qu'il y a eu ce fameux moment. En gros, lors du Hall of Fame, donc parmi les personnes qui sont intronisées, on peut vous citer le Honky Tonk Man. Le Honky Tonk Man, Tori Wilson, Brutus le Barber Beefcake. Oui, pas le burger, hein, c'est gratuit. La DX, bien entendu, Harlem Heat. Et au niveau... Oui, donc Booker T n'était pas venu ce soir-là, oui. Au niveau des grandes équipes, la Hart Foundation, bien entendu, qui était représentée par Bret Hart. Et donc Jim Dianville Neidhart, c'est sa fille qui était censée venir également, Natalia, elle est venue. Qui était venue. Et pour une fois, il ne faisait pas la cérémonie sur la scène. Exact. Pour une fois, ça se passait pas sur le stage, sur l'entrée de la salle, comme quand il y a un show de catch. Ils avaient mis un ring au milieu. Et effectivement, la cérémonie se passait sur le ring. Et du coup, en fait, la sécurité n'était peut-être pas forcément habituée à ce setup. Ouais. Vu que sur scène, c'est quand même plus compliqué de monter, t'as plus le temps peut-être d'arrêter la personne. Là, il suffisait de courir vers le ring, passer sous la corde et c'est bon, t'étais là. Surtout que quand c'était sur le stage, le parterre
en général, c'était réservé aux VIP, aux catcheurs, leurs familles, leurs invités. C'est très rare, ou alors ils étaient quand même très loin, les premiers fans, et donc c'était impossible de monter sur la scène. Par contre, là, sur le ring, force est de constater que c'était pas impossible. On a quelqu'un qui se jette sur le ring avec un chapeau, genre type jamaïcain comme ça, et des cheveux longs, et qui se jette sur Bret Hart et qui le plaque au sol. Et donc là, on a Natalya au début qui comprend pas exactement ce qui se passe. Personne ne comprend ce qui se passe sur le coup, mais rapidement, des gens se jettent sur le ring pour intervenir et pour sauver Bret Hart à ce moment-là. Donc l'une des personnes qui est intervenue en premier était Travis Brown, le mari de Ronda Rousey, qui est également un combattant du UFC, enfin poids lourd en plus, mesdames et messieurs, donc c'est pas n'importe qui. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Et là, vous avez plusieurs catcheurs qui commencent à sauter sur le ring. Il y avait également des membres de la famille de Bret Hart, donc par exemple le fils du British Bulldog, était présent. David Hart Smith. Il s'est jeté également. On a d'autres catcheurs comme les Revival qui se sont jetés. Les Revival sont des énormes fans de Bret Hart. Énormes fans de Bret Hart. Ce qui fait qu'ils étaient particulièrement énervés. Mustafa Ali qui se jette directement aussi pour lui plutôt gérer la situation. Ancien policier, bien entendu. Donc il est là pour d'un côté calmer la situation, mais également faire en sorte en fait que les gens ne s'acharnent pas trop sur le fan, parce que là il y a des gens qui veulent littéralement tuer le fan en question. Le fan se fait sortir du ring, et là vous avez justement Dash Wilder qui, pendant qu'il sort, lui met une grosse droite comme ça, genre vraiment ça se faisait pas ce que t'as fait là, je suis désolé, mais on touche pas à Bret Hart, donc une petite droite en plus, grosse pop de la foule, et au final il traîne cette personne, et Strowman, je me rappelle également qui intervient, enfin... Vous faites pas ça, mesdames et messieurs, il faut être stupide pour faire ça, on n'attaque personne, pas que dans le catch, on en a personne. Déjà, oui. Et en plus, là, on en a déjà parlé, c'est pas n'importe qui se lève, c'est des monstres de 2 mètres, de 100 kg, de 150 kg. Ce mec-là a fini directement au poste, et derrière, il y a eu affaire, il y a eu procès, etc. Bien entendu, ils ont porté plainte contre cette personne. Bon, il a eu, justement, Dash Wilder a eu de la chance que le mec ne porte pas plainte contre lui, parce que, effectivement, ça aurait pu être considéré comme une agression aussi sur cet agresseur, parce qu'il était maîtrisé et qu'il n'y avait pas... Mais après, on en a déjà parlé plein de fois, un mec qui monte dans le ring en plein match. Alors, en plein match, déjà, les catcheurs sont en pleine forme. Là, il s'est jeté sur Bret Hart, qui, on le sait, a eu une attaque cérébrale, a eu moult commotions, suite bien sûr à sa blessure, mais pas que. Enfin, qui a connu beaucoup de problèmes physiques. Donc, c'était pas... La plupart des autres personnes dans ce Hall of Fame sont âgées, plus qu'ils ne l'étaient quand ils étaient dans le ring, bien sûr, mais en meilleure santé sans doute que Bret Hart. Donc s'en prendre à Bret Hart, c'était déjà un coup bas de la part de ce monsieur. Donc, mais c'est la règle. Tu montes dans le ring, tu te fais péter la gueule. T'as rien à y faire. Et encore plus si tu t'en prends à un monsieur... Qui physiquement n'est plus capable de se défendre comme il aurait certainement pu se défendre quelques années auparavant, quoi. Pour conclure, il faut savoir que pendant que toi tu étais à cet événement, nous avec Yann on était au Madison Square Garden. Donc je le précise juste au cas où certains voudraient peut-être se refaire ce show. On était au Madison Square Garden au G1 Supercard. Le Madison Square Garden sold out pour un show mi-New Japan, mi-Ring of Honor. Et lors de ce show, Yann et moi, on a passé la soirée à exploser. C'était 3 heures de Yann et moi qui popons, mais comme des gosses, parce qu'on démarre avec une bataille royale, et donc il y avait Liger, déjà que moi j'avais jamais vu, peut-être que Yann non plus, donc on pop comme des malades. Moi j'ai une photo avec lui. Ah ouais, c'est vrai qu'il avait vu à l'hôtel. Et donc on a, après en surprise qui était pas annoncé, Great Muta. Ah. Le Great Muta qui fait son entrée, mesdames. Alors là, on est devenus fous. Tu entends dans la vidéo, pareil, j'avais déjà dit Yann une fois qu'il gueule, mais là, la même réaction, les gens. Oh, c'est pas possible et tout. Et là, le public au Madison Square Garden, à ce moment-là, t'avais 10 ou 12 000, mais que vrais fans. Donc c'était pop sur pop sur pop. Minoru Suzuki, pour vous citer quelques matchs. On avait du Jeff Cobb contre Will Ospreay. On a eu Zack Sabre contre Hiroshi Tanahashi. Kota Ibushi, Naito. Et le main event, Okada qui bat Jay White pour récupérer le titre IWGP. Quand on est sorti, littéralement, c'est sur mes vlogs qui sont sur Catch Club, Yann dit « plus beau show de ma vie ». Et Yann a vu, mesdames et messieurs, près de 10 WrestleMania et je ne sais combien de shows, etc. Mais il sort littéralement en disant « plus beau show de ma vie ». En plus, c'était, comme dit, c'était le Madison Square Garden. Ouais. Donc, moi, j'ai encore jamais pu y mettre les pieds pour un show de catch. Donc, c'est vrai que ça fait partie de mes plus grandes déceptions, quoi. Ah, moi, c'était marquant parce que, comme dit, le premier WrestleMania que j'ai vu, c'était le 94 sur Canal+ à l'époque. Et c'était au Madison Square Garden. Et donc, depuis que j'avais 5 ans, on me vend ça comme une arène étant incroyable. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance. Il y a une ambiance dedans quand... C'est electric, comme le disent les Young Bucks toujours. Donc, il n'y avait pas aussi... Enzo et Cass.
Non, oui, Enzo et Cass qui foutent le bordel. Enzo et Cass sont intervenus vrai, dans ce show pour info. Il y a un match par équipe et à la fin, t'as Enzo et Cass qui sortent à travers la foule. Et c'était très intéressant parce que même des personnes comme Yann et moi qui s'y connaissons quand même pas mal, pendant quelques secondes, on n'était pas sûr de ce qui se passait. Ça avait fait un bad buzz. Oui, ils ils avaient bien joué le coup. En fait, on comprenait pas trop si Enzo et Cass avaient fait exprès ou pas. Rapidement, tu vois que la sécurité les laisse plus ou moins rester, donc en fait tu comprends que c'était prévu, mais c'était très très bien booké. Petite précision avant qu'on ne se quitte pour ce numéro express, avant le numéro de Full la semaine prochaine, mais on s'était croisés après NXT TakeOver, ouais. Vous étiez sur le parvis du Barclays Center, on a pris cette photo. On était avec quelques-uns de notre groupe qui avaient voyagé à WrestleMania, et bah Yann, je pense que toi tu étais en discussion avec Yann à ce moment-là, et du coup, il a dit ça, on va squatter. C'était le moment où on voulait tous du coup fumer une clope après le show, mais plus de briquet, parce qu'à chaque fois que tu rentres dans l'arène, ils te prennent ton briquet. 11 000 briquets. Putain, les mecs, ils se font une thune monstre en revendant les briquets, quoi. À revendre du briquet à New York. Donc oui, on s'était vu justement à ce moment-là. Je crois que c'était la seule fois du week-end qu'on s'était vu parce que t'étais très occupé par la suite. Oui, et après, ça a été un tel bordel après WrestleMania qu'on évoquera dans l'épisode prochain. Mais oui. Bah, en tout cas, pré-WrestleMania, finalement... c'était le dernier auquel on se sera rendu, mais déjà avant le show, on avait déjà fait beaucoup de choses. On était très heureux d'avoir pu avoir toutes ces superstars en interview, d'avoir pu faire le tapis rouge du Hall of Fame, parce que je crois l'année précédente, on n'y était pas au tapis rouge du Hall of Fame, j'entends. Enfin, on était déjà bien contents, quoi. Et puis effectivement, on s'était croisés. J'avais également croisé mon vieux camarade Biff, l'ancien catcheur de la ICWA. Donc on était très enthousiastes et effectivement le lendemain le MetLife Stadium pour WrestleMania 35 avec donc une carte folle et des révélations. Je vous dirai tout. Que s'est-il passé dans l'après-midi? Qu'ai-je vu avant le début du show qui peut donner des indices sur ce qui se passera dans le show? Je vous dirai tout dans l'épisode suivant. Alors soyez là et partagez. Dites-le aux gens. Dites-le, nom de Dieu. Merci, il est bête. Merci. Comme d'habitude, partagez, likez. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 69, mesdames et messieurs. Une année érotique à vivre tous ensemble sur l'univers d'Ajus. Les amis, les pop, Ali et vous, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Et comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Shalom.